Chers abonnés, chers débrouillards, bonjour. Alors, je vais faire cette fois-ci un tutoriel un petit peu plus complet que la dernière fois sur mon installation solaire dans mon utilitaire. Ici, nous sommes dans un utilitaire qui est un Renault Master L2H2, moteur 2,5 litres diesel du constructeur Sofim, donc 1999, 260 000 km, un peu plus. Je vous explique l'installation électrique qui me permet d'être autonome pour une bonne partie de mes besoins, parce qu'en fait, je n'ai besoin que d'un ordinateur, d'alimenter un ordinateur essentiellement et mon smartphone pour être productif et avoir mes sources de revenus régulières à la fin du mois. Et là, j'ai un invité puisque ça, c'est le smartphone de ma compagne. Et j'ai aussi un petit ventilateur. Je vais y revenir, mais on va aller chercher l'énergie à la source pour bien comprendre. Vous avez ici deux fils, les fils qui viennent des panneaux solaires. Je ferai un tutoriel pour expliquer comment j'ai installé 4 panneaux solaires de 125 watts chacun, marque française, comment je les ai installés sur mon Renault Master. Affaire à suivre. Alors, vous avez les deux fils qui arrivent sur les bornes plus et moins du régulateur MPPT. Ce sont des câbles de récupération, ce sont des câbles en aluminium d'un diamètre suffisant. Il faut faire attention, il faut choisir vos câbles en fonction des paramètres physico-chimiques de l'âme du câble. L'âme du câble, c'est la partie métallique. Ici, on est de l'aluminium. Là, on est sur du cuivre. Mais ça, c'est de l'aluminium parce qu'en me baladant dans mon quartier, sur une friche urbaine, j'ai trouvé des dizaines de câbles comme ça, qui sont des câbles utilisés au niveau réseau Enedis ou industriel. Et ça m'arrange bien parce qu'ils ont un diamètre assez intéressant. Je parlerai plus tard de la formule qui permet de choisir vos câbles sans risque de déclencher des incendies. En attendant, je vous recommande l'épisode du youtubeur qui s'appelle Le Chat qui vole, qui a fait un épisode spécial électricité. Donc vous tapez Le Chat qui vole électricité et il aborde la formule. J'ai trouvé que c'était pas totalement ça ce qu'il disait. C'est pour ça que ça serait peut-être bien que je fasse un épisode un peu plus complet un jour. Alors, à quoi ça sert ce boîtier? Vous ne pouvez pas balancer l'énergie produite par les panneaux solaires directement sur une batterie ou directement à un appareil électrique parce que la tension et l'intensité qui vont être fournies par les panneaux solaires varient en fonction de l'angle que font les plans des panneaux avec les rayons, l'incidence des rayons du soleil, notamment. À l'aube, au crépuscule, à midi, vous n'avez pas la même tension en volts et la même intensité de courant en ampères que vos panneaux solaires vont produire. Vous voyez, j'ai 15 volts parce que j'ai peu d'ensoleillement. Là, on est en fin d'après-midi, il est 19h16. Vous avez toujours besoin d'un régulateur. MPPT, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, puisque MPPT, en fait, c'est un acronyme qui qualifie un algorithme qui équipe ce genre de régulateur et qui va vous permettre d'optimiser la charge et la longévité de votre batterie. Si votre régulateur n'est pas MPPT, vous perdez une partie significative de l'énergie qui vous est envoyée par les panneaux solaires. En été, c'est pas le plus grave. Par contre, en hiver et avant, en automne et même au printemps, vous pouvez regretter fortement d'être en PWM et pas en MPPT. Alors ensuite, là, j'ai les bornes plus et moins. Donc le fil bleu, c'est moins, le fil rouge, c'est plus, qui vont aux bornes moins et plus de ma batterie. Une batterie à décharge lente, il vous faut impérativement une batterie à décharge lente et absolument pas une batterie de démarrage type batterie à plomb, batterie plomb de voiture, parce que la batterie de démarrage d'une voiture, elle est faite pour délivrer du courant sur un petit intervalle de temps et pour délivrer un maximum de courant, parce que dès que le moteur a démarré, le moteur brûle du carburant pour générer de l'énergie mécanique, et une partie de cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique au niveau de l'alternateur, et la batterie de démarrage est rechargée immédiatement. Tandis que là, on est sur une batterie à décharge lente qui est chargée lentement par les panneaux solaires et dont on veut qu'elle se décharge le plus lentement possible pour avoir le plus d'énergie possible, le plus longtemps possible. Alors, entre parenthèses, ici, vous avez un petit symbole là, qui veut dire masse. Ça veut dire que vous devez brancher un fil électrique qui va à la masse. Typiquement, la carcasse du véhicule, c'est une masse. Sachez que le constructeur automobile, il a relié la borne moins de votre batterie de démarrage à l'essieu, pour des raisons notamment de sécurité. Et bien moi, je me suis mis sur
une vis qui perfore elle-même une partie de la tôle derrière qu'on ne voit pas. Ça mériterait peut-être un fil un peu plus large, mais ça suffit. Là, j'étais un peu pris par le temps. Ensuite, sur quasiment tous les régulateurs PWM ou MPPT, vous avez deux broches, vous avez 3 fois 2, et là c'est pour alimenter un éclairage. Ce sont des broches, des bornes qui sont conçues pour délivrer une puissance limitée. D'accord ? Moi, j'ai installé une ampoule de 3 watts. Voilà, donc 3 watts. J'avais mis mon ordinateur portable, mais c'est un petit peu dangereux, c'est fortement déconseillé. L'ordinateur portable, le ventilateur, les smartphones, tout ça, il va falloir les brancher sur la batterie directement. Ensuite, on continue à dérouler du câble. Alors, le plus, il va à la batterie. Ensuite, il y a un autre fil plus, donc qui est, on va dire, dans la continuité celui-ci, qui arrive ici. Alors bon, j'ai fait un raccord comme j'ai pu. J'insiste sur le fait que j'ai fait tout en matériaux de récupération. Hein. Tout ça, je l'ai eu gratos. Et ça aussi, donc excusez que ce soit pas complètement propre. Et le but, c'est de me faire les dents, d'apprendre, me familiariser, etc., etc. Ici, j'ai pris des fils électriques de récupération du domaine d'électroménager, qui sont conçus plutôt pour fonctionner sur des appareils en 250 volts, mais avec une intensité similaire à ce que moi, je vais avoir besoin. Donc là, le plus se ramifie et arrive à une boîte à fusibles. Alors ça, par contre, je ne sais pas le faire. Bon, je pense que vous pouvez bricoler quelque chose, mais j'en ai trouvé sur Amazon. Je vous mets les références si ça vous intéresse dans la description sous la vidéo. C'est un lien d'affiliation. Vous connaissez la chanson, le prix reste le même pour vous, mais si jamais vous en achetez un finalement, je ne dis pas que c'est la meilleure solution pour vous, prenez le temps de la réflexion. Si jamais vous passez par le lien en affiliation, il y a une petite commission très très modeste, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'étouffer sous l'argent avec ça, qui m'est reversé. Là, tous les fils, en fait, tout le courant électrique, là, tous les électrons vont passer par un fusible. Un fusible, brièvement, c'est un... Alors là, on ne voit pas forcément bien. C'est un composant composé d'un fil. Alors historiquement, c'était surtout en plomb. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas. Vous voyez, vous avez un chiffre. 5, 10, 5, 5. Pour 5 ampères, 10 ampères, 5 ampères, 5 ampères. Le nombre d'ampères, c'est l'intensité du courant. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, là, vous avez le petit appareil électrique, là, qui me permet de brancher 2 USB. Par exemple, une liseuse Kindle et un smartphone. Tout ce qui fonctionne en USB. Mais lui, il est conçu pour délivrer 3 ampères max. Lui transforme le 12 volts de la batterie en 5 volts, puisque votre smartphone, votre Kindle, fonctionne en 5 volts, mais maximum 3 ampères. Si jamais cet appareil venait à souffrir d'un dysfonctionnement, et notamment par exemple à entrer en court-circuit. Ça arrive très fréquemment dans le domaine de l'électronique, de l'électroménager, qu'en vieillissant, l'appareil rentre en court-circuit, c'est-à-dire qu'au lieu de résister, que ses composants résistent au courant électrique et l'obligent à réaliser des opérations, le courant passe comme si c'était un interrupteur fermé, comme si c'était un simple câble électrique. Comme il n'y a plus de résistance, c'est comme si votre batterie était en court-circuit. Qu'est-ce qui se passe quand la batterie est en court-circuit? Bien, les électrons qui sont dans la batterie, ils vont essayer de tous rejoindre le moins. Parce que là, vous voyez, le fil rouge, il arrive à ce petit convertisseur, et là, on repart, tous les petits câbles se rejoignent, là, après être rentrés dans un fusible, et tout ce petit monde retourne sur le moins. Il reste cet appareil, mais cet appareil, il n'est pas indispensable. C'est ce qu'on appelle un onduleur ou un convertisseur 12 volts, 250 volts. J'ai fait 2 épisodes pour vous expliquer que celui-ci, c'est un ennemi de votre autonomie énergétique. Parce que, certes, il vous produit 3000 watts en sinus pur. Alors, ça vous permet de brancher vos appareils secteurs, mais en fait, vous flinguez, vous gaspillez beaucoup d'énergie en utilisant ça. Si vous avez essentiellement des ordinateurs, des ventilateurs en 12 volts et les smartphones, vous n'avez pas besoin de ça, sauf si vous êtes un gros flemmard qui ne veut pas trop se prendre la tête et qui a de l'argent à mettre en l'air. Je ne juge pas, ça arrive. Je vous mettrai dans la description sur la vidéo l'épisode sur augmenter l'autonomie. Donc je disais, si jamais lui, il venait à avoir un problème, eh bien il y aurait un court-circuit et le câble prendrait feu. Par exemple, cette portion de câble n'est pas fait pour laisser passer trop brutalement et dans une trop petite échelle de temps tous les électrons contenus dans cette batterie.
Donc c'est pour ça qu'on met un fusible. Alors il faut mettre un fusible, le choisir son ampérage de sorte que ce soit lui qui brûle en premier par rapport au câble. Parce qu'en fait, lui, il a été conçu pour ne pas brûler. Si vous voulez, les fusibles sont plus sensibles que les fils électriques si vous les dimensionnez bien. Et en fait, ils vont fondre. C'est un simple fil électrique qui est là-dedans, qui fait une petite boucle d'ailleurs. Ça, c'est les mêmes fusibles que vous pouvez trouver dans la boîte à fusibles, dans le compartiment moteur du véhicule ou dans le compartiment qui est en bas à gauche sous votre volant et qui alimente l'éclairage dans votre véhicule, la radio, tous les équipements électriques, les phares, les optiques, les feux arrière. Bon. Quand il y a court-circuit, le petit fil là qui est tellement fin, eh ben, il va fondre. Mais ça, c'est conçu pour fondre sans créer d'incendie, sans créer de départ de feu. Une fois qu'il a fondu, le courant est interrompu, puisque ça joue le rôle d'interrupteur ouvert, définitivement. Jusqu'à ce que vous rentriez de votre balade, le système vous a protégé et vous n'avez pas déclenché un départ d'incendie qui potentiellement a pu mener à l'incendie du véhicule dans sa globalité. Parce qu'en plus, quand le feu atteint votre batterie, alors là, ça peut s'aggraver très très rapidement. Vous voyez qu'en plus, là, tous les revêtements sont en bois. Alors attention, parce qu'il ne faut pas mettre sa batterie n'importe où. Il ne faut pas la plaquer trop près d'une paroi, il faut qu'elle soit suffisamment aérée. Dans ma première installation, la batterie était là. C'était pas mal, mais bon, déjà, elle était un peu au milieu du chemin. Ici, là, sur les garde-boue, c'est vrai que c'est un espace qui est un peu perdu. Donc c'est pas mal de la mettre là. Et surtout, c'est parce qu'en fait, ma compagne m'a accompagné, donc on a rajouté un matelas. Moi, je dormais là avec mon lit une place, et en rajoutant un deuxième, il fallait bien déplacer la batterie. Donc je me suis demandé où la mettre, et elle a atterri ici. Un truc très important, ça c'est un détecteur de monoxyde de carbone. Je vous mets ces références dans la description sous la vidéo. Encore une fois, Amazon. Ça c'est un des rares trucs que j'ai acheté, vous voyez. J'ai acheté ça, bien sûr j'ai acheté la batterie, j'ai acheté l'onduleur. Le reste est de la récup, essentiellement. Bon, j'ai acheté ça. Je crois que ça m'a coûté 10 € sur Amazon. Pareil, ça c'est pour charger le smartphone. Ça c'est de la récup, ça vient d'un ordinateur. Je vais vous le donner 1000. Ah, voilà. Et ben ça fait du bien. Pourquoi un détecteur de monoxyde de carbone? Déjà, des détecteurs de monoxyde de carbone, il devrait y en avoir dans tous les milieux confinés qui sont susceptibles d'accueillir des gens qui vont dormir ou passer pas mal d'heures. Moi, j'y travaille, j'y dors. Si jamais il y a un problème que les fusibles là n'auraient pas prévenu, eh bien, s'il y a un début de combustion, et particulièrement de mauvaise combustion, parce que une combustion imparfaite, partiale, est encore plus meurtrière qu'une combustion réelle. Combustion réelle, ça produit du CO2, qui n'est pas directement toxique. Par contre, quand la combustion est partielle, il y a production de monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore, incolore et insipide. Donc vos sens ne vont probablement pas le détecter. Cet appareil s'occupe de le détecter pour vous, et voyez, il affiche en temps réel, constamment, combien il détecte de monoxyde de carbone. Si vous vivez en appartement et que vous avez des radiateurs électriques, normalement vous devriez avoir ça, surtout en hiver, quand vous allez démarrer au mois d'octobre, en novembre, vos convecteurs électriques, vos radiateurs électriques qui n'ont pas tourné depuis mai, avril-mai, il y a beaucoup de poussière qui est rentrée dans l'appareil électrique qui sont déposées sur la résistance du convecteur, qui sont susceptibles d'ailleurs de brûler partiellement. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ça juste à côté des convecteurs électriques, comme ça vous pouvez dormir tranquille. Si jamais il y a un problème, il vous réveillera et réveillera toute la famille, il sauvera les bébés, peut-être même qu'il sauvera la famille du voisin, parce qu'il y a des voisins qui ne sont pas équipés de ça. Le départ d'incendie peut partir de chez eux, et c'est vous qui allez être alerté en premier, c'est vous qui allez les réveiller pendant que les gens sont en train d'asphyxier à moitié, sont déjà à moitié morts, c'est vous qui allez donner l'alerte et sauver tout le monde. J'exagère pas du tout quand je dis ça, discutez avec les pompiers, ils sauront mieux vous en parler que vous. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour vous lancer. Il faut faire attention, moi il manque des éléments de sécurité. Sécurité qui manque notamment, c'est qu'il faudrait que j'ai un fusible, un interrupteur qui intègre un fusible, vous voyez, sur la borne plus qui va à mon régulateur, comme ça. Dès que je gare mon fourgon quelque part, que j'ai pas besoin de continuer à charger parce que ma batterie est déjà pleine ou que je m'absente pendant plusieurs jours, j'appuie, le courant peut plus passer, donc il n'y a plus de courant. Et puis il ne faut pas oublier que le problème il peut venir du régulateur MMPT, lui il peut cramer un jour, donc il faut sécuriser toutes les lignes. Et d'ailleurs je devrais en avoir un ici aussi, mais il est possible que le régulateur
intègre un fusible, je sais pas. Et dans l'absolu, il faudrait aussi que j'ai des fusibles sur les câbles qui vont aux batteries. Ne prenez pas exemple sur moi pour le choix des ampérages de mes fusibles. J'ai fait ça à la va-vite, très grossièrement, parce que j'ai installé ça hier soir en partie dans le noir. J'étais pressé. Ici, vous avez l'appareil qui me permet de recharger. D'ailleurs, j'ai équipé un interrupteur de lampe de chevet pour être sûr que le courant est coupé quand je le souhaite. Et ça, je le mets pour brancher mon ordinateur portable. Sachez que votre ordinateur portable, il fonctionne en 19 volts courant continu. C'est pas très compliqué de passer de 12 volts courant continu à 19 volts courant continu. Il suffit d'avoir un petit truc comme ça qui coûte, je crois qu'il m'a coûté une dizaine d'euros lui. Il suffit de vérifier que l'ampérage produit par ce convertisseur, il est suffisant pour permettre le fonctionnement de votre ordinateur. La plupart des ordinateurs portables, ils n'ont pas besoin de 3 ampères. Si vous voulez que je vous montre comment vous fabriquez un chargeur qui vous permettra de charger votre ordinateur portable depuis donc votre voiture, depuis une batterie à décharge lente ou la batterie de démarrage, je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner parce que je diffuse régulièrement des solutions sur des sujets divers et variés. Si vous voulez soutenir ce partage d'expérience en toute simplicité, vous pouvez le faire en laissant un pouce bleu, un commentaire gentil de soutien. Attention, je ne suis pas électricien, c'est un métier particulier, il y a des normes à respecter. Moi je pense qu'il faut y aller progressivement. Les normes, l'existence des normes, ça ne doit pas vous empêcher de vous lancer dans les projets. Les normes, l'existence des normes, ça ne doit pas vous obliger à tout de suite vous dire « Ah là là, c'est terriblement monstrueux, compliqué ». Et bien qu'il y ait beaucoup d'électriciens très sérieux et très compétents, ça n'empêche pas, dans le domaine de l'installation solaire, ça n'a pas empêché que ces dernières années, voire ces dernières décennies, il y a eu beaucoup de personnes, de familles escroquées dans le cadre de chantiers d'installation solaire à domicile. C'est pour ça que je diffuse l'information, c'est pour que chacun puisse un petit peu, au minimum, se renseigner et vérifier que les artisans ne font pas n'importe quoi. Ceci dit, s'il y a des électriciens qui veulent faire des remarques constructives, je les invite à se manifester. Je ferai remonter les choses que j'aurais éventuellement oubliées. Jetez-y un coup d'œil d'ailleurs si vous êtes un profane. Ne me croyez pas sur parole, consultez les remarques.